bonjour à tous et merci pour votre accueil. Justement, dans cette maison des soignants qui est fantastique déjà, ce que j'ai pu en voir. J'ai trouvé par hasard, vous voyez, ce livre qui vient de paraître de Nathalie Heinrich. Alors, La maison qui soigne, c'est une maison qu'elle a retapée tout simplement. Vous savez, une maison qu'elle a achetée en province, qu'elle a retapée. Ça devait servir à réparer un couple qui battait de l'aile, mais évidemment à se trouver seul à la retaper, la maison. Il faut que je parle fort devant le micro. Là, je vais prendre peut-être ce micro. Voilà, c'est mieux? Ah. Donc, la maison s'appelle La Retrouvée, vous le voyez, parce qu'elle a écrit un livre. Nathalie Heinrich est une grande sociologue actuelle. Elle a écrit un livre qui s'appelle Maison perdue, donc c'est un jeu de mots par rapport au titre de son livre. Voilà, la maison qui soigne. Je pense que cette maison des soignants sera une maison qui soigne. Voilà, je voulais faire une petite introduction là-dessus. Je vais commencer le propos, donc cette intervention sur l'hospitalité comme condition du soin, avec deux petits récits autobiographiques, pas par narcissisme particulièrement, mais parce que l'hospitalité n'est pas un principe éthique abstrait, mais une manière d'être et d'agir. Voilà, je le pense profondément, je vais essayer de l'illustrer tout de suite. Alors, la première anecdote autobiographique, c'est que, comme certains le savent déjà, je suis né, j'ai grandi au Liban, où l'hospitalité est naturelle, où le service est exceptionnel. Vous savez, le client est plus que roi au Liban. Je pense que c'est un service... seul au Japon, on trouverait un service comparable, je pense, pour les personnes. Pas pour toutes au Japon, mais enfin, pour un service de cette qualité-là. Le Liban a une très grosse difficulté en ce moment, mais cette tradition d'hospitalité, qui n'est pas toujours désintéressée, mais c'est pas essentiel. Il y a un aspect commercial, bien sûr, toujours au Liban, mais cet aspect-là est fondamental. Par exemple, ma maman accueillait très volontiers les voisins. Enfin, mon père l'a forcé un peu, mais l'accueil, même s'il n'était pas toujours volontaire, elle a fait son coming out des années plus tard, était toujours impeccable. Vous voyez, c'est-à-dire que l'accueil, l'invité peut s'imposer à certains moments, c'est ce que je vais expliquer, mais comme à l'hôpital, bien sûr, mais on peut l'accueillir malgré tout, malgré les difficultés qu'on peut avoir par ailleurs, c'est-à-dire on n'est pas prêt à l'accueillir. Voilà, ma mère est en plein ménage, parfois un voisin débarque, il faut lui faire le café, etc. Mais l'accueil est quand même cette tradition, vous voyez, d'ouverture à l'autre, qui peut arriver à tout moment. Voilà. Je fais le parallèle avec l'hôpital. Alors, en arrivant en France en 90, je suis arrivé en bus et pas par avion. Première expérience, c'était dans le métro. Je suis descendu pour changer de l'argent. Et là, je vois parler devant l'hygiaphone. Vous en souvenez peut-être, les plus anciens, ça n'existe plus. J'ai appris en préparant cette intervention, j'ai appris qu'il l'avait fait l'hygiaphone après la crise de Hong Kong. Vous savez, le virus de Hong Kong. Donc, c'était justement protéger les gens parce qu'il y avait des morts déjà à l'époque de ce virus-là. Et donc, j'ai eu un choc en voyant qu'on me prenait pour quelqu'un de sale. Certes, j'avais fait 3 jours de bus et j'étais littéralement sale, mais j'ai trouvé quand même cet accueil un peu désobligeant, vous voyez, parce que venant d'un pays où l'accueil est exceptionnel. Voilà, donc cette qualité d'accueil est vraiment un premier aspect. Deuxième anecdote autobiographique rapidement. En juin dernier, j'ai été hospitalisé, bon, pas pour quelque chose de très grave, mais pour la première fois de ma vie, je dirais. Et donc, évidemment, ça m'a servi d'expérience d'éthique médicale. On ne se refait pas. Et j'étais alors très attentif, justement, aux capacités d'accueil, si on peut dire, des soignants. Et là, alors, c'est pas étonnant, mais ça s'explique, bien sûr. Mais on se rend compte que l'accueil n'est pas particulièrement chaleureux. Les gens sont pressés de partir une fois rentrés. Et juste une étudiante en médecine, bon, elle avait le temps, qui s'est assise un instant pour discuter. Vous voyez, bon, c'était plutôt sympathique d'ailleurs, etc. Donc, ce que j'ai fait pour ma part, c'est accueillir moi-même les gens qui venaient me voir, alors très peu, les soignants qui venaient à un moment. Je les accueillais chaleureusement. Ils étaient un peu étonnés, vous voyez, de voir ce patient un peu bizarre qui était très accueillant, alors que voilà, il avait ses propres soucis par ailleurs. Donc, j'en arrive à ce constat que l'hôpital, alors c'est pas la faute de personne, c'est pas la faute des soignants bien sûr, mais que l'hôpital n'est pas forcément hospitalier, ou ne l'est plus forcément. Vous voyez, voilà un petit peu mon point de départ. Il est plutôt comparable, je dirais, à un hôtel
étoiles, un hôtel d'entrée de gamme peut-être, où les services essentiels sont fournis, mais où l'accueil n'est pas particulièrement soigné ou chaleureux, n'est-ce pas? Voilà. Évidemment, les soignants ont d'autres préoccupations que le bon accueil. Voilà, ils ont des soucis, vaccination obligatoire, etc. Voilà. Les salaires, la pression, etc. Mais l'accueil, c'est ce que je vais montrer aujourd'hui. L'accueil est bien sûr déterminant pour la relation soignant-soigné. Voilà, c'est quelque chose de simple finalement, mais de tout à fait déterminant pour la suite de la relation. Alors, vous me direz bien sûr qu'il doit y avoir une réciprocité dans l'accueil, justement, et que les patients ont aussi des devoirs, bon, de politesse déjà, bien sûr. Alors, c'est vrai, bien sûr, mais à l'hôpital, vous le savez, le patient indélicat a sa place, tout comme le patient prévenant, il y en a quand même quelques-uns, le patient prévenant à l'égard des soignants. Voilà. Le patient, et là on est au cœur de la notion d'hospitalité, vous allez le voir, le patient n'a pas à montrer patte blanche, vous voyez, il n'a pas à se justifier d'être là, d'accord, et il s'attend légitimement, voilà, j'inverse un petit peu la question du soin des soignants, il s'attend légitimement à être secouru, vous voyez, aidé, soigné, etc. Il a, comme on dirait, un besoin vital d'être reconnu, d'être bien accueilli. Alors, on a pu le comparer au besoin vital du nouveau-né qui est complètement dépendant ou du réfugié politique. Vous allez voir, cette dimension politique, je ne vais pas l'aborder, mais elle sera en contrepoint de ce propos. Il a un besoin vital d'être accueilli et d'être bien accueilli si possible. Donc on doit lui faire, voilà, ça je n'en démordrai pas, vous allez voir, on doit lui faire un bon accueil, on lui doit l'hospitalité, voilà, c'est un devoir, on va dire, qui n'est pas pour autant de la charité. Ce sera un point essentiel, vous le verrez dans un instant. Cette hospitalité est bien sûr désintéressée, gratuite, voilà, on ne paye pas à l'hôpital, etc. Elle doit l'être pour être éthique, bien sûr, mais elle doit aussi être réellement généreuse. Voilà le propos, et pas seulement minimaliste, forcé. D'accord? Alors, du coup, on peut se poser la question, chacun de nous, je pense, la question suivante, quel accueil fait-on spontanément à l'autre? Quelle est notre capacité d'accueil, personnellement, si je puis dire, n'est-ce pas? Quelle est notre capacité d'accueil? C'est ça qu'il faut qu'on détermine chacun, personnellement, par une sorte d'introspection, de rappel de son attitude, etc. C'est ça qui compte, à mon sens, beaucoup plus que les beaux discours dont vous avez soupé, certainement, sur la bientraitance, l'empathie, des discours un peu creux, généreux, mais creux. Voilà, quelle est la capacité d'accueil de chacun? Capacité d'accueil, bien sûr, qui est mise à l'épreuve, parce que le malade n'est pas forcément sympathique, on l'a vu, mais après tout, être malade ne dispose pas à la joie et à la bonne humeur. On est d'accord? Donc, difficile d'être toujours bien disposé lorsqu'on est accueilli à l'hôpital. Vous voyez, parce qu'on n'a pas le cœur à ça, forcément. L'essentiel, je dirais, c'est de ne pas se laisser affecter, ou même infecter, par la mauvaise humeur des autres. Vous savez ça, souvent il y a cette notion d'ambiance que des philosophes ont traitée, vous savez, quand l'ambiance est délétère, quand l'ambiance est toxique, il arrive que d'autres, qui sont dans d'autres circonstances, seraient beaucoup plus favorables à leur prochain, eh bien, se laissent contaminer par cette ambiance-là et ne font pas ce qu'ils pourraient faire dans d'autres circonstances. D'accord? Alors, je vais citer, je crois que je l'ai là, je vais citer un instant un livre qui porte sur la crise des migrants. Hein. Je vous ai dit, il y a un contrepoint politique. Je vous recommande ce livre, c'est un petit livre, mais qui a une partie extraordinaire sur l'hospitalité, un chapitre central. Il a été écrit en 2015, vous voyez, il y a une préface d'ailleurs, parce qu'il a été écrit juste après les attentats, enfin, il a été publié juste après les attentats de novembre 2015. Et l'auteur est obligé de dire, de faire le rapport avec les réfugiés syriens qu'on voyait comme dangereux, comme des terroristes éventuels, etc. Donc, Yves Cusset écrit ceci. L'accueil n'apparaît comme véritable exigence éthique, je suis tout à fait d'accord avec ça, que là où je ne m'attends pas à la venue de l'autre. Vous voyez, par rapport à l'hôtel, par exemple, on attend la venue de l'invité, il a réservé, il a déjà payé le plus souvent, vous savez, au moins une partie de ce qu'il doit payer. Et par rapport à l'hôpital aussi, on n'attend pas quelqu'un en particulier, on attend juste du monde, n'est-ce pas? Voilà, on n'attend pas quelqu'un en particulier. Donc l'accueil n'apparaît comme véritable exigence éthique, que là où je ne m'attends pas à la venue de l'autre, où je ne peux pas l'anticiper par l'intériorité du devoir, vous
Voilà, je ne vais pas me conditionner pour dire il faut bien le recevoir, parce qu'il peut venir à tout moment. Je ne suis pas prêt, je fais le ménage, je fais autre chose, n'est-ce pas? Il n'est pas anticipé par la soumission à la règle, l'impératif catégorique, là où il déstabilise ma position elle-même. Voilà, l'accueil me déstabilise parce que je dois faire de la place à autrui, littéralement. Vous voyez, donc je dois sortir de mon confort, de mon chez-soi, etc. Là où l'autre surgit sans le filtre protecteur de la familiarité. Je crois qu'on peut appliquer ça tout à fait aux patients. Vous voyez, là, il parle des réfugiés politiques. Aux patients, c'est-à-dire le patient, je ne le connais pas, je ne suis pas forcément bien disposé à son égard, il est impatient parce qu'il a attendu longtemps, etc. Donc, voilà, je ne vais pas forcément lui faire un bon accueil, ça peut se comprendre. Donc, l'autre ébrèche la certitude implicite que je puis avoir d'être solidement, sinon confortablement installé en moi-même et dans mon environnement familier. Donc, l'accueil, c'est toujours ouvrir la porte à l'inconnu. Vous voyez, littéralement, d'accord? À l'inconnu qui peut être déstabilisant, dangereux, etc. Voilà, c'est toujours un risque, comme on va le voir. Donc, il y a une ambiguïté essentielle de l'accueil. Voilà le cœur du propos. Il y a une ambiguïté essentielle de l'accueil qui n'est pas toujours, bien sûr, une valeur. C'est ce que je vais montrer. En effet, on peut parfaitement accueillir quelqu'un, vous le savez, tout en lui faisant sentir, parfois lourdement, qu'il n'est pas le bienvenu. On l'a accueilli, mais on ne veut pas de lui. D'accord? On l'a quand même admis. Hein? Par exemple, prendre au compte-gouttes 10 000 réfugiés afghans, enfin si ça arrive, voilà, comme dirait OSS 117, charmant accueil, n'est-ce pas? Si on nous accueille de cette manière-là. Et il faut rappeler ici, mais vous connaissez forcément cette étymologie latine de hôte, du mot hôte, hostis en latin, hostis, qui veut dire à la fois l'invité et l'ennemi. Vous voyez? C'est intéressant, vous voyez, parce qu'on ne sait pas qui va venir en fait. Est-ce que c'est quelqu'un, est-ce que c'est un ami, est-ce que c'est quelqu'un de favorable ou est-ce que c'est un ennemi? D'accord? Au point où Jacques Derrida, qui est amateur de calembours, comme beaucoup de philosophes compliqués, a parlé d'hostipitalité pour qualifier ce mélange d'hostilité et d'hospitalité. Vous voyez? Hostipitalité. Bon, c'est un peu lourd comme mot, mais je pense que c'est intéressant de souligner cette coexistence paradoxale, mais évidente, je pense, pour chacun, de l'hostilité et de l'hospitalité à l'égard de l'étranger. Voilà, on est souvent ravis de recevoir des amis, puis 3 jours après, on est moins ravis, bien sûr. Voilà, c'est tout à fait normal. C'est de l'invasion d'espace privé, c'est des gens auxquels il faut faire de la place, etc. Donc, il n'est pas simple, vous voyez, d'inviter des inconnus chez soi. Et à l'hôpital, on est un peu chez soi, bien sûr, quand on est un soignant, parce qu'on ne sait pas littéralement qui va se présenter. Hein? Vous connaissez l'idée du vampire qu'on doit inviter, autoriser à entrer. Bon, à ce moment-là, on ne sait pas que c'est un vampire. On doit l'autoriser à entrer pour qu'il puisse entrer. Donc, l'accueil est toujours un pari, un risque. Vous voyez? L'accueil est toujours un pari, un risque. C'est un geste effectif de générosité. Ce n'est pas du blabla, ce n'est pas des grands mots, ce n'est pas des grandes déclarations. Parce que si on dit il faut accueillir les réfugiés, si quelqu'un le dit, est-ce qu'il est prêt à les accueillir chez lui? C'est là la vraie question, vous voyez? Parce que si c'est pour la France, l'Allemagne, accueil des réfugiés, d'accord, mais quelqu'un d'autre. Comme disait un humoriste canadien, mais est-ce que c'était de l'humour, je ne sais pas, dit je suis pour le regroupement familial, mais chez eux. Voilà. Donc, on n'est pas forcément très au clair sur cette question-là. Donc, l'accueil est parfois forcé, vous le voyez? L'accueil est parfois forcé lorsqu'on accueille un voisin, on l'a vu, un membre de la famille, bon, qui est un peu collant, qui ne veut pas repartir, ses beaux-parents, des amis qui nous ont accueillis, etc. Voilà. L'accueil peut être vite, vous voyez, l'accueil peut être vite problématique. Et ce qui complique encore l'accueil, c'est l'attitude de consommateur, vous le savez bien, de certains usagers du système de santé, qui évidemment ne disposent pas, nous soignants, enfin vous soignants, à les servir. Voilà. Cette attitude-là, bien sûr, est détestable et de plus en plus répandue, malheureusement. Donc l'accueilli, c'est très important aussi, pour être tout à fait précis, l'accueilli n'a pas tous les droits, on doit le redire toujours, il a aussi une responsabilité, sinon il n'est qu'un squatteur légal. Vous voyez, on l'a invité à entrer, mais il ne veut plus repartir, etc. En même temps, voilà où est la nuance du propos, vous voyez, en même temps, que les gens soient dignes ou non de l'accueil qu'on leur fait, n'est pas la question. Vous voyez, il faut bien les accueillir malgré tout. On ne sait pas ce qui va arriver, vous voyez. L'invité indésirable a tout de même été invité. Vous voyez, il n'est pas entré par effraction.
hein, quand on parle d'invité indésirable. C'est quelqu'un qu'on a invité, malgré tout. On ne savait pas qu'il se comporterait de cette manière-là. Donc voilà, l'hospitalité, je le redis, est un risque, un pari. On peut vite regretter d'avoir ouvert la porte à cet inconnu, à ce rustre, pire, à un criminel. Vous voyez, le loup dans la bergerie, le cheval dans Troie, n'est-ce pas? Vous connaissez toutes ces histoires. Le réfugié rwandais qui a tué le prêtre, qui l'a bien accueilli, tout récemment. Le tueur de l'église de Charleston aux États-Unis, vous savez, qui avait été accueilli à bras ouverts par ces Noirs qui célébraient une messe à ce moment-là. Donc, voilà, l'accueil peut être toujours dangereux pour celui qui accueille. Ça, c'est toujours à rappeler. Comment l'expliquer psychologiquement? Vous connaissez l'histoire de Jean Valjean, recueilli par l'évêque, qu'il vole en guise de remerciement, en repartant. Eh bien, c'est que quand l'accueil est trop généreux, parfois, certains ne supportent pas la dette morale qu'ils contractent. Vous voyez? Voilà, est-ce que l'accueil doit être trop généreux? Voilà, il faut mesure garder, c'est ce que je vais expliquer à présent. Lorsqu'on dit « fais comme chez toi », bon, c'est des formules un peu faciles, « mi casa es su casa », n'est-ce pas? Voilà, fais comme chez toi. C'est une simple façon de parler. Habituellement, on ne s'attend pas à ce que l'autre s'installe réellement comme chez lui, chez moi. Voilà. Et vite, les restrictions vont débuter. D'accord? Donc, tout n'est évidemment pas permis à l'accueilli. Voilà. C'est en cela qu'on limite le ressentiment de l'accueilli. Vous voyez? Si l'accueil est trop généreux, il paraîtra suspect. N'est-ce pas? Vous voyez? Donc l'accueil doit être mesuré et raisonnable. Voilà ce que je voulais dire. Alors, un petit détour par quelque chose qui peut sembler non lié à notre propos, mais vous allez voir qui est lié quand même. L'accueil n'est pas, à mon sens, justement, comme ont pu le dire certains auteurs, une sorte d'affirmation de la fraternité universelle. Voilà, il y a des auteurs, des philosophes notamment, qui ont beaucoup exagéré sur la valeur de l'accueil. On a par exemple raison de se méfier, vous le savez, d'un accueil trop mielleux, d'un accueil trop prévenant, comme dans l'industrie hospitalière. Alors attention, je traduis littéralement hospitality industry en anglais, l'industrie du tourisme, quoi, en fait, n'est-ce pas? Mais c'est quelque chose, alors j'ai découvert là encore en préparant cet exposé, c'est quelque chose qui est tout à fait répandu et décomplexé, je dirais, dans les études anglo-saxonnes. Par exemple, il n'y a pas d'équivalent en français, vous voyez? Ça, c'est un livre qui est introduit à l'hospitalité dans le tourisme. Vous voyez, c'est pour former des professionnels du tourisme. Ça s'appelle Introduction à l'hospitalité, pas marketing du tourisme, vous voyez. En France, vous trouverez par exemple marketing du tourisme et de l'accueil. Bon, là, c'est Introduction à l'hospitalité, d'accord? L'hospitalité peut bien sûr être, voilà une autre pierre dans le jardin de l'hospitalité, avant de la réhabiliter après, peut être un calcul ou un commerce, bien sûr. Il y a bien longtemps qu'on a compris l'intérêt, vous savez, d'inviter à manger. Alors, à une époque, on invitait en vacances les médecins aux Bermudes, c'est fini, ça. Dommage. Moi-même, quand j'ai fait mon premier congrès de médecine, c'était à Avignon. Et l'année d'avant, ils étaient allés au Mexique. J'étais, mais pourquoi on ne va pas au Mexique? Parce qu'il y avait la loi, maintenant, on ne peut plus inviter l'étranger. Bon, c'est dommage. Mais évidemment, si on veut conclure une affaire, bien sûr, on peut aussi inviter à dîner. Quelqu'un, vous voyez, l'esprit de l'hospitalité. Là encore, c'est des livres qui portent sur le tourisme, sur les leaders, sur le business, tout simplement. Ce n'est pas du tout des livres de philosophie, vous voyez, ou d'éthique, n'est-ce pas? Comment être un leader avec l'hospitalité, vous voyez, comme valeur? Comment savoir flatter les gens par des attentions commerciales, etc. Bon, vous connaissez bien cet aspect-là. Et aux États-Unis, vous le savez bien, dans les hôtels, on parle d'invités, guests, et pas de clients. Vous voyez, c'est des invités. Bon, tant que la carte bleue fonctionne, bien sûr. Après ce sont des indésirables. Donc, voilà l'hospitalité professionnelle, vous voyez, bien sûr. Alors, est-ce que ça remet en cause l'hospitalité tout court? C'est ce que je vais essayer de montrer, de réfuter. Cette hospitalité professionnelle, vous voyez, est un peu guindée, est un peu forcée, bien sûr, est un peu artificielle. Paul Václavic, j'ai pas mis d'image, mais Paul Václavic, un théoricien de la communication, faisait cette remarque déjà dans les années 50. Un jour, il est invité pour une conférence dans un hôtel de luxe, et là, il arrive et on l'accueille, alors qu'il ne s'est pas présenté, on l'accueille par son nom, on avait déjà fourni un dossier, on le connaissait, etc. Et on appelait ça l'accueil personnalisé, vous savez.
Et Václavic, en fait, traîne un peu dans le lobby de l'hôtel, vous savez, et juste après, le client d'après est accueilli de la même manière que lui, même sourire de l'hôtesse, même enthousiasme, un peu forcé, etc. Et là, Václavic, cette remarque géniale, déjà dans les années 50, l'accueil dit personnalisé est un accueil, en fait, standardisé. Vous voyez? En fait, il n'a rien de personnel parce qu'on se comporte de la même manière avec tout le monde. Voilà déjà un indice sur ce que doit être l'accueil personnalisé. S'adapter vraiment à la personne accueillie, vous voyez? Et pas lui offrir un sourire, vous savez, un peu forcé, comme on peut aujourd'hui dans beaucoup de domaines, où on s'est un peu inspiré peut-être des règles de l'industrie hospitalière, du tourisme. Donc, il s'agit bien sûr de fidéliser le client. Rappelons qu'aux USA, le patient s'appelle client, en Suisse aussi, n'est-ce pas? Il s'agit de fidéliser le client. Mais l'envers du décor, bien sûr, est moins mirifique. Alors, vous lisez peut-être pas l'anglais, mais il y a un livre. Alors, batterie faible, très bien, c'est pas grave. Il y a un livre génial, Heads and Beds, de quelqu'un qui a travaillé dans un hôtel de luxe et qui montre tous les aspects, tout l'envers du décor, qui n'est pas très glorieux. Hein. Bon, mais nuançons tout de même. Je vais défendre un peu les hôtels, vous allez voir. Nuançons tout de même. L'hospitalité est certes un métier, d'accord, c'est une profession tout à fait reconnue, etc. Mais elle n'en reste pas moins une qualité appréciable pour chacun de nous. La preuve, vous savez, c'est les avis sur TripAdvisor. Peut-être que vous en faites aussi, hein, on nous tanne pour en faire aussitôt qu'on quitte un hôtel, vous savez. Ça peut être le lieu de la vengeance, bien sûr, différée du mal accueilli, qui va s'en prendre à l'hôtel, leur mettre très peu d'étoiles, etc. Mais ce qui revient sur TripAdvisor, vous savez, le plus souvent, c'est j'ai été bien accueilli ou pas accueilli. Peu importe que la douche soit parfaite, que ceci, cela, vous voyez, que la piscine soit... Enfin, on va les mentionner. Mais ce qui change la donne, c'est la qualité de l'accueil. Et les clients savent faire la différence entre l'accueil forcé et l'accueil réellement généreux. Hein. Moralité, il ne faut pas idéaliser l'hospitalité. Voilà, je vais avancer là-dessus rapidement. Il ne faut pas idéaliser l'hospitalité. Il ne faut pas en faire une valeur absolue. On a vu qu'elle a des à-côté moins glorieux, mais tout en étant bien conscient de ses limites et des possibles arrière-pensées de ceux dont l'accueil est un métier, les hôtesses d'accueil, etc., il faut quand même plaider en faveur d'une éthique modeste et raisonnable de l'accueil. Alors, pour ce faire, je vais d'abord réfuter ces philosophies dont je vous ai parlé, celles de Lévinas et de Derrida, par exemple, qui ont sacralisé l'hospitalité. Je pense que, j'ai toujours pensé d'ailleurs, que le mieux est l'ennemi du bien, et qu'en forçant le trait, vous savez, par exemple, vous avez sans doute eu ça en formation, avec la théorie de Lévinas, du visage d'autrui comme incarnation de l'absolu, peut-être qu'on vous en a parlé. Voilà, je pense qu'on va trop loin et qu'on place la barre trop haut, et après on ne peut plus avoir une éthique effective, réaliste, n'est-ce pas? Voilà. Donc on a glorifié l'hospitalité, on a enlevé ses aspects moins ragoûtants, vous voyez, et donc il faut commencer par la démystifier. Je fais très vite. Emmanuel Lévinas, que vous connaissez sans doute, donc dit par exemple que l'hospitalité est l'éthique même, avec son habituelle manie de l'emphase, l'hospitalité est l'éthique même. Non, l'hospitalité fait partie de l'éthique, mais elle n'est pas toute l'éthique, bien sûr. C'est le début de l'éthique, comme on va le soutenir tout à l'heure. Et il écrit même, alors toujours dans son exagération, l'accueil d'autrui et la conscience morale. L'accueil d'autrui peut être généreux tout en étant méfiant. On va toujours justement être méfiant parce qu'on peut accueillir des gens peu recommandables, etc. Donc Lévinas va plus loin en disant qu'il faut accueillir les autres sans condition. L'accueil inconditionnel est toujours un peu risqué, on l'a vu. Mais par là, dit-il, on renonce à la sécurité. Alors c'est une belle phrase, en revanche. On renonce à la paix bourgeoise, je cite, de l'homme qui est chez soi, derrière les portes fermées, rejetant ce qui extérieur le nie. Effectivement, l'accueil d'autrui permet de sortir de ce carcan, de ce chez-soi accueillant, mais un peu une prison dorée dans laquelle on se cache, n'est-ce pas? Lévinas sacralise l'accueil, pourtant. Voilà ce que je lui reproche, qu'il entend comme effacement volontaire de soi. Pour lui, il faut laisser toute la place à l'autre. Est-ce que c'est encore un accueil? Quand on s'efface, quand on disparaît, on lui laisse les clés de la maison et on part. Vous voyez, c'est un peu excessif. Hein. L'hospitalité n'a pas besoin d'être sacrificielle pour être louable.
Voilà mon propos. Voilà, je terminerai là-dessus tout à l'heure. Je dis un mot de Derrida aussi. Jacques Derrida, alors vous ne connaissez peut-être pas ce philosophe très obscur, très difficile, mais vers la fin de sa vie, il a, à propos, là encore, d'une crise de migrants, vous savez, c'était les guerres en Yougoslavie, dans les années 90, donc il y avait des réfugiés politiques, européens notamment, et la même réticence à les accueillir. Donc Jacques Derrida a élaboré une philosophie de l'hospitalité pure, comme il l'appelle, inconditionnée, qui devrait être au-dessus de toute autre loi, y compris les lois de l'hospitalité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas établir de restrictions ou de règles pour la personne accueillie. Il faut l'accueillir sans condition. Et il écrit à ce sujet-là, dans De l'hospitalité, il faudrait donner à l'arrivant tout son chez-soi, tout son soi. C'est un peu excessif. Il faut garder un peu pour soi, n'est-ce pas? Sans rien lui demander en retour, dit-il, pas même son nom. Est-ce que cet accueil est... Est-ce que c'est un bon accueil de ne pas demander le nom de l'autre? Vous voyez? Je l'accueille sans condition parce que je ne sais pas d'où il vient, je ne sais pas ce qu'il a subi, très bien. Mais est-ce que c'est respectueux de ne pas lui demander son nom ou d'où il vient, etc. C'est une hospitalité, bien sûr, illimitée, qui est hyperbolique, comme il l'avoue lui-même. Pour moi, ça serait le fait d'un saint plus que d'un homme. Voilà. Mais surtout, l'aspect négatif, c'est que l'étranger devient ici une abstraction morale, vous voyez. L'étranger est réduit à son statut de victime absolue de la vie, de la guerre, etc. Hein? Je pense que le réfugié ordinaire, alors je parle en son nom, bien sûr, abstraitement, mais je pense que le réfugié ordinaire serait bien embarrassé de se voir érigé en figure exemplaire. Vous êtes d'accord? Une sorte de symbole. On oublie l'être humain derrière le symbole, n'est-ce pas? Sans qu'on se soucie de son nom. Ça devient l'étranger, E majuscule, vous voyez, l'autre, A majuscule. Sans qu'on se soucie de son nom, de son origine, de son histoire. Alors, pour ironiser un petit peu, c'est un peu un « venez comme vous êtes », sans la connotation commerciale qui est attachée à cette formule grotesque, n'est-ce pas? Venez comme vous êtes. Mais est-ce que c'est du vrai accueil? Pour moi, c'est de l'indifférenciation. Lorsqu'on dit qu'on accueille tout le monde de la même manière, à l'hôpital par exemple, c'est pas un accueil. Vous voyez? C'est pas un accueil, c'est pas un vrai accueil, accueillir tout le monde de la même manière. Parce que c'est pas vrai. Dans les faits, on les accueille pas tous de la même manière. Hein? C'est le contraire d'un accueil vraiment personnalisé. On accueille ici un symbole sacré et pas un être humain. Voilà. Soit dit en passant, je ne vais pas polémiquer, mais je balance une petite bombe rapidement, mais c'est un piège qu'on peut trouver parfois, c'est Robert William Higgins qui l'a dit par exemple, qu'on peut trouver parfois en unité de soins palliatifs. Sacraliser le mourant, ce qu'on appelle l'invention du mourant, vous voyez, et oublier peut-être la personne singulière qui est derrière le mourant. Voilà, mais je ne vais pas plus loin là-dessus. Donc terminons par ce que je propose concrètement, c'est-à-dire une hospitalité mesurée, raisonnable. Voilà. Pour moi, l'hospitalité n'a rien d'inconditionné, d'accord? Elle obéit au contraire à des règles tacites qu'on est censé savoir. Alors, ceux qui ne les savent pas, on les lui rappelle au bout d'un moment. J'avais une amie de ma femme comme ça qui s'était installée, enfin de ma future ex-femme, qui s'était installée pendant 1 mois chez nous. Ça devait être quelques jours au départ, et qui partait pas, vous voyez. Alors au bout d'un moment, bon, je lui ai trouvé un appart parce qu'elle faisait aucun effort pour trouver. Elle est revenue après coup, c'est 1 semaine plus tard, pas pour nous saluer, revenue parce qu'elle a dit j'avais acheté du sel avant de partir, est-ce que je peux le récupérer? Je fais oui, du sel à 2 francs, vas-y prends-le, mais ne reviens pas. Bon, non, j'étais poli jusqu'au bout, je lui ai porté ses bagages, elle disait que j'allais pas assez vite, enfin bref, bon, c'était vraiment une personne dont on se souvient encore. Bon, donc l'hospitalité obéit à des règles tacites, vous voyez, à des lois. J'ai découvert aussi, je ne savais pas qu'il y a une loi de l'hospitalité. Il y a des livres là-dessus, vous voyez, sur l'hospitality law, sur les litiges, par exemple, commerciaux, vous voyez, s'il y a des lois de l'hospitalité, mais vraiment, réellement. Et je vous apprends peut-être, ou je rappelle simplement, que l'hospitalité est sans doute une des premières coutumes sociales. C'est vraiment l'origine de la société, une des origines de la société, on va dire. Et au départ, certainement, elle relève du potlatch. Le potlatch, vous savez, c'est cette coutume qui consiste à faire des dons et puis de rendre des dons encore plus grands, et puis l'autre rend encore un autre don. Voilà, sorte d'échange de cadeaux qui fait société finalement, même s'il y a une idée de compétition attachée à ça. Donc l'hospitalité, c'est quelque chose de très ancien, vous voyez. Alors, je ne vais pas être long là-dessus, puisque je suis déjà assez long, mais on pense bien sûr à la xénia des Grecs, philoxénia, on dit aujourd'hui, accueillir les amis. La xénia des Grecs, le xénos, c'est l'invité, l'étranger, vous voyez.
Les Romains parlent d'hospitium avec hostis, n'est-ce pas? Et hospitium qui est donné hôpital comme nom. Donc un lieu accueillant, bien sûr. La xénia des Grecs est en fait très codifiée. Vous voyez, on a idéalisé là encore l'accueil des étrangers chez les Grecs, mais en fait, on offre gîte et protection, d'ailleurs Derrida leur reproche, on offre gîte et protection à quelqu'un qui a le même statut social. Vous voyez, on n'accueille pas n'importe qui. Comme le rappelle Derrida, la xénia ne s'applique pas aux barbares, le parfait étranger par exemple. Elle ne s'applique pas à l'autre absolu. On ne va pas prendre peut-être accueillir forcément quelqu'un qui n'est pas du même statut social. Donc, il ne faut pas idéaliser la xénophilie des Grecs, bon, ils ont le mérite dans l'Antiquité d'avoir eu cet accueil de l'étranger, bien sûr. Il ne faut pas l'idéaliser, mais la voir comme un contrat social, comme une relation codifiée. Voilà. Donc l'hospitalité était limitée, j'ajoute ce point-là qui est très important. L'hospitalité chez les Grecs était limitée. L'étranger, comme le patient idéalement, ne devait pas rester plus de 3 jours. Les textes le montrent, vous voyez, on s'attend à ce que la personne, il faut que ce soit ambulatoire, à ce que la personne parte assez rapidement. Vous voyez, c'est pas un blanc-seing, c'est pas illimité, n'est-ce pas? Évidemment, on s'attend à ce que l'invité ne transgresse pas les règles de l'hôpital, pardon, les lois de l'hospitalité, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il respecte quand même le cadre dans lequel il est. Dernier mot rapidement sur les Grecs, et je conclus. Le personnage d'Ulysse, que vous connaissez bien, alors c'est fantastique de relire l'Odyssée, je vous y invite, résume à lui seul toutes les apories, toute l'ambivalence de l'hospitalité. Vous connaissez les histoires, je vais vite là-dessus. Vous savez que Ulysse a refusé l'accueil douteux, mais illimité et très intéressé de Circé. On lui offre l'immortalité, on lui offre le bonheur infini. Il dit non, il préfère les misères des fortunes de mer, etc. Ou de Calypso, il refuse là encore une invitation, une proposition qui ne se refuse pas, n'est-ce pas? Mais en revanche, il apprécie l'accueil généreux de Nausicaa. Vous voyez, là c'est du vrai accueil. Nausicaa, c'est une princesse, vous le savez, et elle trouve un mendiant, enfin, vous savez, il arrive, il est presque tout nu, il arrive rejeté par l'eau, elle le recueille et on l'emmène devant la cour du roi, et on veut, par rapport à Derrida, vous voyez, on veut ici connaître son histoire. Vous savez que du coup, il raconte son histoire, mais en parlant de quelqu'un d'autre. Vous connaissez l'histoire justement, il y a une sorte de mise en abîme. Mais les gens ont hâte de savoir comment il s'est retrouvé là, le naufragé. Voilà un vrai accueil, pas du tout illimité, mais tout à fait plus intéressant que celui de Circé et de Calypso. Finalement, et je pense qu'il y a une leçon pour nous là-dedans, finalement, c'est chez lui à Ithaque, vous savez, qui sera le plus mal accueilli. N'est-ce pas? De retour à Ithaque, il est déguisé en mendiant par Athéna, il est mal vu, etc. Et c'est un de ses serviteurs, qui ne le reconnaît pas, bien sûr, un porcher, Eumaïos, presque envie de dire Emmaüs, n'est-ce pas? Eumaïos, vous savez, qui lui accorde l'hospitalité. Vous voyez ici le paradoxe, c'est le porcher, le misérable serviteur qui accueille le roi, qui est déguisé en mendiant, vous voyez, en lui disant que les dieux imposent qu'on accueille tout le monde, sans restriction. C'est la fameuse théoxénia, parce que le dieu même peut arriver déguisé en mendiant, n'est-ce pas? Voilà. Donc, après coup, bien sûr, vous voyez, sans hasard, et je conclurai là-dessus tout à l'heure, il bénéficiera de la confiance indéfectible du roi Ulysse. Une fois que Ulysse sera révélé à lui, Eumaïos, bien sûr, sera son homme de confiance, sa personne de confiance pour toujours. Voilà, donc l'accueil n'est pas la charité. Voilà, j'avance vers la fin rapidement. L'accueil n'est pas la charité. Yves Cusset a raison d'insister là-dessus. Yves Cusset que j'ai cité tout à l'heure. Il ne se réduit pas, je le cite, à la pure et simple sollicitude unilatérale pour la vulnérabilité d'autrui, où se maintiendrait l'infériorité de l'étranger. Si l'accueil est charitable, l'autre est tenu en infériorité. C'est pour ça que parfois il peut se venger, comme on l'a vu tout à l'heure, il peut se venger de ses bienfaiteurs, n'est-ce pas? L'accueillant doit tout à la fois la reconnaître, cette infériorité, et la faire disparaître pour faire place à la symétrie de la reconnaissance. Je pense qu'on peut appliquer ces mots exactement au patient. Il arrive en situation d'infériorité, de vulnérabilité, parfois extrême, et il faut reconnaître cette vulnérabilité, bien sûr, on est obligé de la reconnaître, mais essayer de la faire disparaître pour faire place à la symétrie de la reconnaissance, pour lui permettre d'exister en face de nous comme un sujet de plein droit. Voilà la citation d'Yves Cusset. Alors, je pense qu'on peut en dire du même donc du patient à l'hôpital, qui veut moins du care, vous savez, on parle beaucoup des éthiques du care, c'est un peu dégoulinant de gentillesse parfois, qui veut moins du care ou de la caritas, hein, les mots sont proches,
que de l'écoute, de la simple écoute, de la reconnaissance. Je pense que déjà, commencer l'accueil, l'écoute, la reconnaissance, commencer par ça. Donc l'accueil, j'ai parlé des Grecs, mais on peut poser ici, justement, par rapport au Caire, on peut poser l'accueil des Grecs à la charité chrétienne, dont s'inspire le Caire. Vous connaissez peut-être ce passage de l'évangile de Luc, où des hommes puissants, des invités d'honneur, déclinent tous l'invitation à un festin. Ils sont invités à un grand festin, et tout le monde trouve des prétextes pour ne pas y aller. Donc le maître du festin, qui représente Dieu ici, s'énerve et dit allez dans les rues, cherchez tous les estropiés, les aveugles, les boiteux, et amenez-les au festin, c'est-à-dire tous les laissés pour compte, etc. Est-ce que Jésus voulait organiser des Jeux paralympiques en faisant cela? Non, l'idée c'est on va inviter tous les indésirables et on sera récompensé après coup. Vous voyez, la charité, là encore, n'est pas désintéressée. C'est qu'on fait une bonne action. Là encore, ça compromet la qualité de l'accueil pour moi. Alors, en conclusion, on constate aujourd'hui, je pense que tout le monde le constate, que l'accueil est en crise. Voilà, cette valeur peut-être humaine traditionnelle ou sociale traditionnelle est en crise. Notre capacité d'accueil, la mienne en premier lieu, certainement, aussi a fortement diminué. On en discutait avec ma mère cet été, on disait, est-ce qu'on accepterait aujourd'hui, comme il y a 30 ans, que les gens viennent chez nous sans invitation? Ça nous gênerait. Vous voyez, on comprend même plus comment on faisait ça avant. Vous voyez, mais ça semblait naturel à l'époque. Voilà. On est un peu gêné lorsque quelqu'un s'impose au dernier moment. On ne prend pas forcément l'appel d'un grand ami parce qu'on a autre chose à faire, etc. Et j'ai appris tout récemment aussi que les familles d'accueil étaient en grande difficulté aujourd'hui. Il y a de moins en moins de familles d'accueil. Enfin, j'ai lu ça récemment. L'accueil est même devenu un gros mot, dit Yves Cusset. L'exigence éthique de l'accueil est elle-même mal accueillie, au nom de crispation identitaire. Crispation identitaire, repli sur soi, peur de se faire envahir. D'accord? Un philosophe italien, malheureusement j'ai plus les images, mais un philosophe italien contemporain, Roberto Esposito, a écrit un livre récemment, traduit en français, qui s'appelle Immunitas, où il oppose immunitas à communitas. Pour dire aujourd'hui, la tentation, c'est d'être immune, de se protéger de l'environnement, de voir l'environnement comme potentiellement virulent, toxique, etc. Donc il oppose la communauté, c'est-à-dire la mise en commun, à cette immunité, prétendue autonomie, prétendue autosuffisance. Nous vivons aussi dans une société du mépris, dit Axel Honneth, société où l'indifférence à l'autre domine sur la bienveillance, où il y a un manque de considération malgré les grandes paroles, un monde de propriété très privé, vous savez, où l'on se barricade. Les riches se barricadent aujourd'hui dans des quartiers entièrement sécurisés, protégés par des barbelés, etc. Ce monde est sans murs et sans frontières, comme on peut le constater, mais avec un millier de petites forteresses. C'est un monde avec une mentalité d'assiégé. Comment accueillir dans ce monde-là, vous voyez, lorsqu'on se sent assiégé par l'autre, n'est-ce pas? C'est un monde, comme dans Mad Max, vous connaissez peut-être ces célèbres films, où la crainte de la violence possible de l'autre empêche de l'accueillir. Et évidemment, de bien l'accueillir. Voilà. On se méfie de tout le monde. Une petite anecdote rapidement, même si on n'a plus le temps, mais quand j'ai emménagé il y a 7 ans dans mon appartement actuel, j'avais un paillasson, vous savez, qui dit bonjour. Vous connaissez ces paillassons-là, bonjour. On me l'a volé dès le premier jour. Alors, je me suis dit, quel est ce voisin indélicat? Alors, j'ai fait le tour de... Ils l'ont caché chez eux, hein, parce que sinon, je l'aurais retrouvé. Quel est ce voisin indélicat qui me prive de l'accueillir? Voilà, c'était un comble. Donc, voilà, je ne suis pas ici sur le devoir moral d'accueillir les réfugiés et les persécutés. C'est quelque chose de noble, de beau, certains le font, c'est très bien, mais je parle juste de l'éthique modeste, à bas bruit, de l'hospitalité, qui ne prétend pas établir sur Terre la fraternité universelle, mais simplement rendre possible une vraie relation, vous voyez, qui est asymétrique au départ, mais qui s'équilibre grâce à l'accueil. Voilà. Alors, là encore, je vais éviter les grands mots, je ne parlerai pas de cosmopolitisme, comme Derrida, comme Kant avant lui, fraternité universelle, etc. Mais juste modestement, alors c'est un mot de Baptiste Morisot, un jeune philosophe, de cosmopolitesse. J'aime beaucoup ce mot-là. Il faut être cosmopoli, dit-il, avec les animaux, les plantes, lui, mais il faut être cosmopoli avec les autres. C'est juste cette civilité qui permet d'éviter les conflits un peu rapides qu'on voit aujourd'hui. Et pour ça, il faut sortir du confort du chez-soi, de l'entre-soi,
et oser la mise en commun. Alors, donc cette éthique est concrète, je dirais, cette éthique de l'hospitalité, de l'accueil, sans grandiloquence. L'hospitalité n'est pas l'éthique même, comme disait Lévinas, mais elle en est forcément le seuil. Vous voyez, là, la porte d'entrée, justement, d'accord? Le point de départ. Elle est en un mot, donc, la condition du soin. Vous voyez? La condition du soin. Car, en effet, la qualité de l'accueil conditionne, vous le savez, le soin. Pour chacun de nous, hein, on a tous été patients aussi, même vous les soignants, bien sûr, et vous avez remarqué peut-être des choses qu'on aurait pu faire mieux, qu'ils auraient dû faire autrement, etc. Notamment un accueil tiède, vous le savez, ne donne pas envie de poursuivre une relation. Un accueil froid, bien sûr, encore moins, etc. Surtout si l'on est déjà vulnérable. D'accord? Donc voilà, l'accueil n'est précisément hospitalier que dans la mesure où l'on accepte le risque que l'autre ne soit pas forcément à la hauteur des attentes que je peux avoir d'un invité idéal, etc., qui ne soit pas digne, entre guillemets, des efforts que je fais pour lui. D'accord? Donc, l'hospitalité est simplement une ouverture, un peu risquée, mais généreuse à l'autre. Voilà. C'est pour ça qu'on parle, et ce n'est pas un hasard, vous voyez, de donner l'hospitalité, vous voyez, c'est une sorte de don, d'offrir un refuge, un séjour charmant pour les âmes fatiguées des luttes de la vie, comme cette maison des soignants, n'est-ce pas? Donc, en définitive, il s'agit d'une épreuve éthique, comme dans l'histoire de mon hospitalisation au départ, vous voyez. Est-ce qu'on est encore capable d'accueillir, alors qu'on est en pré-burnout, alors qu'on est en difficulté personnelle, etc., capable d'accueillir l'autre malgré tout, sans prévention, sans attente particulière, vous voyez? Voilà. On sort ici de la logique ordinaire que développait Carl Schmitt, un juriste nazi. Logique ordinaire de l'autre vue exclusivement comme ami ou ennemi. C'est comme au tennis, hein, il faut prendre parti pour l'un ou pour l'autre. L'un est l'adversaire, l'autre est le partenaire, etc. Il faut sortir de cette logique ordinaire de l'autre, donc soit ami, soit ennemi. L'accueilli n'est ni l'un, il n'est pas encore mon ami, peut-être qu'il le sera, peut-être pas, c'est pas important, ni l'autre, alors espérons-le, il ne sera pas mon ennemi, n'est-ce pas? Voilà, ce n'est pas là de la compassion, comme dans la parabole du bon samaritain, que vous connaissez bien. C'est pas de la compassion, parce que il est endormi, la personne blessée sur le bord de la route. Vous savez que le bon samaritain aide, elle est inconsciente, donc il n'y a pas de reconnaissance possible de sa part pour le bon samaritain, mais une simple ouverture à l'autre auquel on laisse une chance, auquel on fait un peu de crédit, d'accord? Car finalement, comme le dit Homère, ce sera le mot de la fin, un invité n'oublie jamais un hôte qu'il a traité avec gentillesse. Merci beaucoup.